Le 2 février 2016, sur le grand terrain cité du 11 décembre 1960 à Deli Ibrahim, deux garçons d'une dizaine d'années, Jamil et Madi, courent sous la pluie. Ils se font des passes en tentant de ne pas déraper. L'un porte un grand t-shirt de la Juventus, alors que l'autre a enfilé un maillot de l'équipe algérienne sur son gros col roulé qui le démange, mais que sa mère l'a forcé à porter. Ils arrivent jusqu'à l'extrémité du terrain où Inès, une fillette âgée de 11 ans, vêtue d'un immense t-shirt blanc marqué d'un logo de l'armée algérienne, garde un but de fortune délimité par des briques et des planches. Un vieux drap blanc a été tendu pour retenir le ballon. Et de loin, avec le vent qui le fait gondoler, on dirait un grand fantôme. Inès entend vaguement Jamil et Madi crier quelque chose, mais elle est trop loin pour comprendre quoi que ce soit. Et avec le bruit du vent, tous les sons sont déformés. Les trois enfants sont heureux de cette pluie qui tombe sans discontinuer depuis la semaine dernière. Grâce à elle, le terrain s'est vidé des jeunes qui l'accaparent habituellement en organisant d'immenses tournois sur plusieurs jours. La pluie les a momentanément chassés. Ils restent chez eux, au chaud, face à leur écran d'ordinateur. Inès, Jamil et Madi n'ont peur ni de la pluie ni de la boue. Lorsqu'ils jouent, ils imaginent qu'ils sont sur un véritable terrain de football avec du gazon vert et des buts, comme ceux qu'ils voient dans les matchs à la télévision. Ils ne se soucient pas des adultes encombrés de leurs cartons qui les regardent en souriant. Certains les encouragent à courir plus vite, légèrement moqueurs. Les enfants n'y prêtent pas attention. Ils sont entourés d'une foule en délire. On scande leurs prénoms. Madi, Madi, Jamil, Jamil, Inès, Inès. Le ballon au pied, Madi court, traverse la moitié du stade, se sent voler. Il adresse une passe à Jamil qui récupère la balle et poursuit en direction du but. Il risque de tomber à tout moment car la boue devient de plus en plus glissante, mais réussit à maintenir son équilibre et pousse un petit cri de satisfaction en arrivant devant le but. Le vent se lève. Les enfants sont en nage, entièrement absorbés par leur jeu. Jamil fait une halte à 2 mètres d'Inès qui courbe le dos et ouvre les bras. Il hésite. Inès, la frange plaquée en arrière avec une barrette, hausse les sourcils. La pluie crépite. Madi hurle. « Vas-y, tu vas marquer !» Jamil tente de faire abstraction du bruit des gouttes d'eau, du splatch que font ses baskets sur la boue, des encouragements de son ami, du visage tendu et rouge d'Inès. Il ferme les yeux, les rouvre et enfin tire. Dans les gradins, les spectateurs imaginaires se lèvent en retenant leur souffle. Madi lance un grand cri. Inès plonge et attrape le ballon au vol avant de retomber à genoux. Elle se relève, fait une pirouette puis lever de la victoire avec son doigt. Un grand sourire illumine son visage brun. Et zut, peste Jamil. Dans les gradins que les enfants imaginent, la foule en délire hurle. Inès, Inès, Inès. Gros plan de la caméra sur elle qui serre le ballon contre sa poitrine. Il est 18h, la pluie cesse enfin de tomber, il fait déjà nuit. Les enfants se rendent chez Inès. Pour cela, il leur suffit de sortir du terrain et de traverser une petite route. Ils poussent le portail en fer qui donne sur le jardin et tombent sur Yasmine et Adila, la mère et la grand-mère d'Inès, toutes les deux assises devant la porte en bois de la maison, sous un porche qui les abrite de la pluie. La clope à la main pour Yasmine, une tasse de thé pour Adila, une robe de chambre matelassée pour chacune. Les trois enfants nettoient leurs baskets sales dans la cour pendant que les deux femmes les interrogent gaiement sur leur match. Inès raconte comment elle a empêché un but. J'étais certaine que Jamil allait tirer sur la droite. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ce pressentiment et je me penchais déjà un peu sur le côté, mais je me suis aperçue à la dernière minute qu'il lorgnait vers la gauche. Et au moment où il a tiré, j'ai réussi à me déplacer et à attraper le ballon. Ils étaient verts tous les deux. On n'était pas verts, protestent en chœur Jamil et Madi. Les femmes rient et applaudissent Inès. Adila éternue, c'est le signe qu'elle doit rentrer. Yasmine écrase sa cigarette dans le petit pot devant la porte et suit sa mère. Leurs baskets bien propres désormais, les garçons font très attention et marchent délicatement sur les cartons posés par les adultes plus tôt dans la journée. Ils savent que s'ils rentrent chez eux les chaussures propres, on les laissera jouer dehors autant qu'ils le souhaitent. Inès rejoint sa mère dans la cuisine pour l'aider à préparer le dîner. Yasmine s'empare d'une poêle posée sur une étagère pendant que sa fille sort la salade du réfrigérateur. Yasmine allume la radio et tourne plusieurs boutons avant de trouver du jazz. Elle monte le volume. Mère et fille se dandinent en riant. L'ampoule de la cuisine vrille quelques instants. Yasmine pâlit mais ne dit rien et patiente. La lumière cesse de trembler.
La jeune femme peut se détendre. Adila est toujours face à la télévision. Elle grommelle, marmonne, s'agace en prenant des notes dans un carnet noir qu'elle traîne avec elle depuis quelques semaines. Dans un coin de la cuisine, le chardonneret de la famille attrape des graines dans sa mangeoire et les croque en observant les deux danseuses. À quelques rues de là, Jamil dîne avec ses grands-parents, un général à la retraite et sa femme, chez qui il habite depuis la mort de son père dans un attentat à la bombe en 2007. Sa mère n'avait pas réussi à obtenir la garde de son fils alors âgé d'à peine 1 an. Le grand-père, fou de douleur, souhaitait avoir son petit-fils auprès de lui. Il n'eut qu'à passer un coup de fil et le système tout entier, composé de juges, de politiques, de militaires, d'hommes d'affaires, cette étrange machine qui regroupe des millions d'hommes à tous les niveaux de responsabilité du pays, se mit en marche pour protéger les intérêts du général. Et c'est ainsi que Jamil, encore bébé, s'installa dans la maison de ses grands-parents, ne voyant plus sa mère depuis que 2 ou 3 fois sous la surveillance du chauffeur. De son côté, Madi avale une soupe à la tomate à côté de son père assis dans un fauteuil roulant. Il a perdu ses 2 jambes en novembre 1999, une mine posée par des terroristes à Baraki, un quartier au sud-est d'Alger. Il venait à peine de se marier et avait une 30aine d'années quand la bombe explosa à quelques centimètres de lui. Son épouse, l'une des rares femmes militaires, se trouvait à l'hôpital de l'armée où elle accompagnait un collègue blessé par balle lorsqu'elle apprit que son mari venait d'être admis. En dessous du genou, rien. En ce 2 février 2016, les 3 enfants se couchent à 21h précises, comme tous les soirs. Un extrait tiré de Les Petits de décembre de Kauter Adimi, paru aux éditions Seuil. Rome, 13 juillet 1949. L'état de l'homme dans le lit numéro 9 était critique. Brûlant de fièvre, souffrant d'une pathologie aiguë du foie, il était incapable de se nourrir. L'ambition et le désir qui avaient toujours été les ressorts de sa vie l'avaient abandonné. Les indications au pied du lit ne feraient que des informations lacunaires largement inexactes. Le patient Reinhardt a été admis le 9 juillet 1949. La date était bonne, le nom ne l'était pas. Le patient s'appelait Wächter, mais le mentionné aurait alerté les autorités. Il était recherché pour meurtre de masse. Reinhardt était un nazi de haut rang. Il avait été l'adjoint de Hans Frank, le gouverneur général de la Pologne occupée, pendu 3 ans plus tôt à Nuremberg pour avoir ordonné l'assassinat de 4 millions d'êtres humains. Wächter était aussi accusé de meurtre de masse et soupçonné d'avoir fait tuer et exécuter plus de 100 000 individus, une estimation basse. Au cours des 4 dernières années, Wächter avait consacré son temps à survivre. Il fuyait, il se cachait, et il pensait avoir réussi à échapper à ses poursuivants. La fiche précisait qu'il avait 45 ans. En réalité, il en avait 3 de plus, il venait de fêter son anniversaire. Elle disait aussi qu'il était célibataire, ce qui était inexact. Il était marié à Charlotte Bleckmann, Lotte ou Lo, comme il l'a nommé dans ses lettres. Elle-même, dans leur correspondance, l'appelait affectueusement Hümchen ou Hümi. Ils avaient 6 enfants, ils auraient pu en avoir davantage. Par des sources différentes, nous apprenons que 3 personnes ont rendu visite à Reinhardt durant son séjour à l'hôpital Santo Spirito. Un évêque, autrefois proche de Pie XII, un médecin employé par l'ambassade d'Allemagne à Rome pendant la guerre, une Prussienne, épouse d'un universitaire italien, mère de 2 enfants. Celle-ci était venue plusieurs fois, le dimanche, lendemain de son admission, le lundi 2 fois, le mardi 1 fois, le mercredi 13 juillet. Lors de chacune de ces visites, elle avait apporté un petit cadeau, une babiole, un fruit ou un peu de sucre, comme l'avait suggéré le médecin. La visiteuse constatait des changements lors de chacune de ses visites. Le lundi, il était faible et parlait peu. Le mardi, il paraissait plus frais et plus bavard. Il s'inquiétait des lettres qu'il attendait, espérait que son fils aîné, il s'appelait aussi Otto, viendrait le voir avant la fin de l'été. Le corps était affaibli, mais le ton était parfois plus assuré. « Ça va de mieux en mieux », dit-il un jour. Son esprit était alerte, ses yeux étaient clairs. La visiteuse lui donna une cuillère à café de jus d'orange. Le patient s'exprima plus longuement. « Il importe peu que l'eau ne puisse pas venir maintenant. Je me suis sentie si proche d'elle ces dernières nuits.
Et je suis si heureux que nous soyons si proches l'un de l'autre. Elle me comprend parfaitement et tout s'est déroulé exactement comme il se doit. Plus tard, le même soir, le patient reçut la visite de l'évêque. Dans ces ultimes moments, le patient prononça dans les bras de son visiteur ces derniers mots. Il avait alors confié avoir été délibérément empoisonné et il aurait désigné le coupable. Il a fallu cependant attendre de nombreuses années avant que ces dernières paroles, recueillies par l'évêque et par lui seul, soient connues. Le patient ne survécut pas à la nuit. Quelques jours plus tard, la visiteuse écrivit à Charlotte Wächter, veuve du patient. 10 pages manuscrites relatent comment elle avait rencontré Wächter peu après son arrivée à Rome, quelques semaines plus tôt. C'est lui qui m'a parlé de vous, des enfants, de tout ce qui lui était cher. Reinhard avait évoqué avec elle son travail avant et pendant la guerre, mais aussi les années d'après-guerre qu'il avait passées dans la haute montagne. La lettre mentionne son état de fébrilité et fait allusion à une excursion pendant un week-end hors de Rome, mais elle ne précise pas le nom du lieu, ni celui de la personne qu'il avait rencontrée. La lettre donne des précisions sur le diagnostic. Le médecin pensait que la mort avait été causée par une pathologie aiguë du foie, une forme d'empoisonnement interne, peut-être provoquée par la nourriture ou par l'eau, et se termine par des mots d'encouragement pour l'avenir. Charlotte allait regretter son camarade optimiste et amical. Mais elle devait penser d'abord aux enfants qui avaient besoin d'une mère courageuse et heureuse. C'est justement votre gaieté vaillante et votre esprit terre-à-terre que votre mari aimait tant chez vous. La lettre passe sous silence le véritable nom du patient. Datée du 25 juillet 1949, elle fut envoyée de Rome à Salzbourg, au domicile de Charlotte Wächter et de ses 6 enfants. Charlotte la garda 36 ans. Après sa mort, en 1985, la lettre fut conservée avec d'autres papiers personnels par son fils aîné, Otto Junior. Après la mort de ce dernier en 1997, elle parvint à Horst, le 4e enfant. Celui-ci vit dans un château magnifique, immense et délabré à Hagenberg, un village autrefois situé en Autriche entre Vienne et Brno, aujourd'hui en République tchèque. La lettre est restée enfouie toutes ces années dans l'obscurité du château. 2 décennies plus tard, un jour où il faisait très froid, j'ai rendu visite à Horst dans son château. Je l'avais rencontré plusieurs années auparavant et je savais que les papiers personnels de sa mère comptaient des milliers de pages. Il m'a demandé si je voulais prendre connaissance de la lettre de la visiteuse prussienne. Oui. Il est sorti de la cuisine, a monté les escaliers de pierre du château, a rejoint sa chambre. La lettre était conservée dans un petit meuble en bois aux portes vitrées qui se trouvait à côté de son lit, non loin de la photographie de son père en uniforme SS. Il est descendu, a posé la lettre sur la vieille table de cuisine en bois et l'a lue à haute voix. Sa voix s'est brisée, il a versé quelques larmes. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Que mon père est mort d'une maladie. On entendait le bruit des bûches qui crépitaient dans le feu et je voyais la buée s'échapper de sa bouche. Je connaissais Horst depuis 5 ans, mais c'est alors qu'il m'a confié son secret. Il pensait que son père avait été assassiné. Où est la vérité? C'était un extrait tiré de La filière de Philippe Sands, paru aux éditions Albin Michel. La tête de Jeanne reposait au creux de son bras, son petit visage fermé comme un poing sur le sommeil. Lou essuya avec le pan de sa chemise le filet blanc qui mouillait ses lèvres. Cela faisait un moment déjà qu'elle n'entendait plus Jean-Baptiste discuter avec Édouard dans le séjour. Il devait faire la vaisselle ou sa toilette. Lou aurait aimé s'endormir, endormir surtout ses rancunes avant qu'il ne la rejoigne. Mais il poussait la porte, juste enroulé d'une serviette qu'il retira pour se coller à elle en grommelant de fatigue. Lou sentait ses cheveux mouillés contre sa joue et son sexe nu durcir dans son dos. On ne réparera pas comme ça, eut-elle envie de gémir. Pourtant, le contact de sa peau fraîche faisait renaître la rassurante sensation du désir. « Tu as une haleine de cognac et de dentifrice », s'amusa-t-elle en se tournant vers lui.
Jean-Baptiste se redressa sur un coude. Sans lunettes, ses yeux sombres semblaient la regarder à travers un écran de brume. « Tu veux la laisser là ?» demanda-t-il en inclinant l'abat-jour pour éclairer sa fille. Lou fut contente de le voir ému. Elle souffla sur sa frange mouillée. « De quoi vous avez parlé avec Édouard ?»« Mais de rien de spécial, » soupira-t-il, en se laissant retomber sur le dos, le cœur lourd visiblement lui aussi des désaccords sur lesquels il butait depuis que Romain était passé. Lou lui prit la main sans qu'il réagisse. Son buste glabre se soulevait par saccades tremblait. Elle y coucha sa joue dans un grand besoin de calme et de pardon, et sentit bientôt son souffle chaud à son cou, puis sa main s'insinuer entre ses cuisses. « Pas maintenant, s'il te plaît, » supplia-t-elle. « Il y a la petite, et Édouard est juste à côté. » Sans un mot, Jean-Baptiste la libéra du bras qui l'enlaçait et s'en couvrit les yeux. « Ta mère n'est pas venue ?» C'était moins une question qu'un reproche. Décidément, tout faisait reproche désormais. « Maman passe demain dans la matinée », se contenta-t-elle de rétorquer. Mais Jean-Baptiste n'écoutait plus. Distrait par un coup sourd qui avait retenti contre le mur et auquel il répliqua du plat de la main avec cette incompréhensible hargne qu'elle lui découvrait. Aussitôt, le léger fracas d'une fenêtre que l'on ferme résonna dans la cour, puis le silence se fit. Lou resta sans bouger. Ses seins lui faisaient mal, ses doutes sur leur amour lui faisaient mal. « J'éteins », annonça-t-elle en se penchant par-dessus la petite pour atteindre l'interrupteur. Il faisait nuit dans le séjour, Édouard devait dormir. Lou glissa ses jambes hors du lit dans l'intention de remettre la petite dans son berceau. « Qu'est-ce que tu fais? Reste, s'il te plaît » grogna Jean-Baptiste en cherchant sa main qu'il pressa longuement contre ses lèvres. C'est Marie qui les réveilla un matin en grimpant sur le lit. Lou avait à peine conscience d'avoir été sollicitée par la petite pendant la nuit. Sa présence contre son flanc et la tendre odeur de Marie accrochée à son cou achevaient de la réconcilier. Jean-Baptiste, tiré hagard du sommeil, s'était levé pour se choisir une chemise et une cravate dans le placard. Qu'il ne se soit pas autorisé quelques jours de congé était un autre sujet de contrariété sur lequel Lou préféra ne pas revenir. « Rendors-toi » lui souffla-t-il en la libérant de Marie qu'il chargea comme un sac sur son épaule. Lou les entendit bientôt pousser des rires de fous à la douche. Il faisait bon dans la chambre. Un long trait de soleil l'engourdissait de fourmillements à travers la couette, et une odeur de pain grillé lui parvenait par la porte entrebâillée. Lou avait presque oublié que son frère était là. « Il aura tout préparé », chuchota-t-elle à la petite, remuante et moite entre ses bras. Le canapé était replié, la cafetière et les tasses étaient posées sur la table basse. Jean-Baptiste avait emmené Marie. Édouard avait attendu qu'elle soit réveillée pour se servir. Il n'était pas rasé et portait sa chemise chiffonnée de la veille. Cela faisait au moins 10 ans que Lou ne l'avait pas vu au réveil. Elle redécouvrait avec gratitude le plaisir des relations sans enjeu, sans jugement que permettait son naturel extraordinairement conciliant. Jean-Baptiste a dit qu'on était en pleine crise. Édouard corrigeait qu'il avait deviné tout seul. La remarque la fit sourire. « Il devient espiègle », se dit-elle en attrapant un coussin pour bien caler sa fille à son sein. Dans son dos, les battants des fenêtres s'entrechoquaient doucement comme au souffle d'une voix jaillie d'un appartement voisin. Édouard n'y fit pas attention. Il les contemplait toutes les deux par-dessus sa tasse, la tête ailleurs. Clémence avait exactement cet âge, 2 jours, quand ils avaient su pour l'œil de Thibaut. Lou mesurait tout à coup à quel point ça avait dû être destructeur et à quel point ils en avaient peu parlé. Cela aurait été l'occasion de le faire, se dit-elle, se reprochant de ne pas oser, tout comme personne ne s'était jamais autorisé à leur parler de Romain pendant les années où ils avaient été sans nouvelles. Par discrétion, songea-t-elle, les gens nous laissent seuls avec nos malheurs. C'était un extrait tiré d'Une famille de Pascal Kramer, paru aux éditions J'ai lu.
4 décembre 2001. Je suis partie de Pologne avec les numéros de téléphone de quelques anciens habitants de Jedwabne, installés maintenant près de Chicago. Je les avais déjà appelés de Varsovie. J'étais prête à y aller si un témoin oculaire acceptait de me parler. Malgré tout, ma belle-mère n'a pas accepté, raconte mon contact. Peut-être a-t-elle gardé cette peur. Elle avait alors 11 ans. Sa famille est partie au champ à 5 heures du matin pour ne pas participer. On lui a ordonné de rester à la maison. Mais elle est allée avec ses copines voir ce qui se passait. Elle a vu des garçons armés en attraper un autre, qui était juif. Il essayait de fuir. Il sautillait sur son corps. Elle a entendu un jeune juif, frappé à coups de couteau dans un champ, crier, supplier « Achève-moi !» Ils ne l'ont pas achevé, a-t-elle raconté. Ils lui ont laissé un souffle de vie pour qu'il souffre encore. 5 décembre 2001. En décrivant le rassemblement des Juifs sur la place du marché le 10 juillet, Shmuel Weiselstein rapporte les insultes que leur criaient les Polonais. C'est curieux que personne ne les ait traités de communistes. De spéculateurs, si. Apparemment, la population avait encore présente à l'esprit la propagande soviétique, dont elle avait été abreuvée pendant les 6 mois précédents. Mes conversations avec les témoins et les procès-verbaux de l'instruction ont confirmé la majorité des faits décrits par Weiselstein dans son témoignage déposé en 1945 à l'Institut historique juif. Mais maintenant, en lisant son livre où les descriptions sont plus détaillées, je me rends compte qu'il ne pouvait pas être témoin oculaire de tout ce qu'il décrit, ce qui est compréhensible. Un témoin conscient d'être l'un des rares rescapés relate tout ce qu'il sait, qu'il l'ait vu personnellement ou qu'il l'ait appris par d'autres plus tard. La situation est paradoxale. Le chemin vers la vérité a été forgé par un récit qui, à la lumière du livre que je suis en train de lire, pourrait être contesté. Mais imaginons que la déposition de Weiselstein de 1945 sépare clairement ce que le témoin a vu lui-même de ce qu'il a appris indirectement. Ce récit aurait-il eu la puissance nécessaire pour pousser Jan Gross à écrire son livre sur Jedwabne? Or, c'est ce livre qui est à l'origine de l'instruction menée en ce moment par l'Institut de la mémoire nationale. 6 décembre 2001. Je pars visiter les volcans en compagnie de Viktor Oziatinski et Anna Uzarska, venus au Costa Rica pour la conférence sur les droits de l'homme. La voiture gravit les collines couvertes de fleurs rouges et violettes, alors qu'Anna poursuit à haute voix sa traduction de l'espagnol du livre de Shmuel Weiselstein. Nous croisons des petits singes quand Anna lit les détails particulièrement précis sur les enfants coupés en morceaux, agonisant dans les bras de leur mère, et les têtes qui se transforment en masses sanglantes de viande et d'os. Il a dû couper tout ça de l'Ancien Testament. Oziatinski essaye de plaisanter. Et je sens que j'abuse de sa patience en lui imposant une telle lecture pendant son temps libre. Je choisis pour la suite de l'excursion des passages plus agréables. Ils sont d'ailleurs nombreux. Weiselstein disait que ce livre était son testament qui devrait rappeler aux générations futures l'anéantissement des Juifs de Jedwabne. Mais il y a inclus de nombreux passages sur son activité commerciale. Il a consacré la moitié de sa vie au commerce des chaussures. Son excellente situation financière est due au succès de son affaire de pâte au gaz. À la fin de la guerre, un juif ukrainien s'est retrouvé avec un stock de 2,5 millions de pâte au gaz pour l'armée. Il semblerait que Shmuel soit arrivé à convaincre tous les Cubains d'acquérir une paire de pâte au gaz soldées. Son livre est rempli de conseils pratiques pour les vendeurs de chaussures. Il n'est par exemple pas recommandé de vendre à crédit aux travailleurs de plantations de bananes, clientèle trop mobile pour qu'il soit possible de récupérer le deuxième paiement. Je demande à Anna de traduire le passage où Shmuel décrit sa manière de passer le Shabbat à son arrivée au Costa Rica. Un de nos magasins de confection était situé dans un quartier fréquenté le soir par les prostituées et leurs clients éméchés, surtout le vendredi soir. Je me suis dit qu'on pourrait exposer de la lingerie féminine. Je faisais du marketing, comme on le dirait aujourd'hui. J'ai reconnu le marché.
La clientèle locale montrait une nette préférence pour les dessous rouges et noirs. Dans le magasin d'un compatriote, j'ai acheté 6 slips rouges, 6 noirs et 6 soutiens-gorge dans ces 2 couleurs. J'ai exposé ces articles le vendredi soir. À 22h est arrivée la première femme avec son fiancé de la soirée. Elle lui caressait la tête et demandait d'assurer son bonheur par l'achat d'une petite culotte rouge et d'un soutien-gorge à volant. Il a sorti l'argent et la femme est devenue propriétaire de ces articles. La nouvelle a fait le tour des quartiers chauds de San José en quelques minutes. À 1h du matin, quand j'ai fermé le magasin, il ne me restait que 2 culottes et 2 soutiens-gorge. J'ai su garder longtemps ma clientèle nocturne. Ce passage me laisse espérer que la famille Weiserstein acceptera de me rencontrer vendredi soir ou samedi et qu'on me permettra de noter ce que les juifs religieux ne tolèrent pas au cours du Shabbat. C'était un extrait de Le crime et le silence de Anna Bicomte, paru aux éditions de Noël. Il est plus de 20h quand je sors du cirque. Nino fume une cigarette adossée contre la caravane. Chaussures fluorescentes, veste ajustée. Tu fumes ? Trop. Tu restes pas manger avec nous? Je prétexte du travail, le salue d'un signe de la main en prenant le chemin du centre-ville. Il m'emboîte le pas. Tu devrais prendre le bus à 7h. J'ai besoin de marcher. Nous gravissons une colline. Peu de fenêtres sont éclairées. J'ouvre ma parka, il fait encore bon, frais, pas froid. Ça sent la mer. C'est allé pour vous ce premier entraînement ? Il acquiesce. Ils ont beaucoup de travail, mais Anna est forte. Le plus dur, c'est la confiance. Avec un voltigeur débutant, il faut 2 ans pour bien se comprendre et pouvoir retirer le harnais. Avec un pro, ça demande au moins 6 mois. Rien que pour Anton et moi, il nous a fallu 5 ans pour arrêter de crier à tout bout de champ. Je lui demande s'il sait pourquoi Anna a interrompu sa carrière de sportive d'élite pour entrer dans le cirque. Il dit qu'elle a trop forcé, d'où sa fragilité à la jambe. Le problème avec le sport, c'est que tu dois battre un record. On essaie de le faire aussi. Mais au cirque, tu as plus de souplesse, parce qu'en plus de la technique, on juge la narration, la réaction du public. Il me fait un clin d'œil. Le costume. Tout est pris en compte. Et on ne fait pas des catégories différentes entre les hommes et les femmes. Igor avait tout. La rapidité, la technique, le talent, la légèreté. Il se tait, comme s'il regrettait ce qu'il venait de dire. Avec Anton, on a cru que ce serait impossible de retrouver quelqu'un. Quand les gens lisent accident, la réputation, tout ça, tu peux oublier. En plus, on était connus. J'acquiesce en silence. Nino devine ma question, il poursuit d'emblée. Ça s'est passé pendant un entraînement. On travaillait depuis des mois, on était prêts. À un moment, on a senti qu'Igor était fatigué. On était tous fatigués. On aurait dû faire une pause. C'est la responsabilité de chacun de savoir jusqu'où on peut aller. On ne peut pas être surpris par une crampe. Igor le savait. Il ne s'est jamais reposé sur la longe. Il était le premier à retirer le harnais pour pas s'y habituer. Quand tu veux pas rebondir, tu casses l'angle des genoux pour amortir et Anton et moi, on arrête d'appuyer sur la barre. Faut crier stop, c'est le signal. Igor a crié. Il l'a fait 1/1000 de seconde trop tard. On l'a fait repartir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est parti sur le côté. Pendant la propulsion, Anton et moi, on doit déjà savoir où tu vas retomber pour avoir le temps d'être prêt en dessous. Ça peut arriver que tu rates le saut. Tu peux retomber la tête à l'envers. La barre ne te sauve pas forcément, mais au moins elle t'amortit. Igor a été catapulté 10 mètres sur le côté. Il s'est écrasé directement. Il a survécu ? Il a fait des études. Il travaille dans un village au lac Baïkal, au musée de la réserve naturelle. Il a dû arrêter le cirque ? Il a une prothèse dans la colonne vertébrale. Il ne peut pas lever la tête. Tu sais comment il va ? Anton le voit des fois, il dit que ça va. Je sais pas. On ne s'est pas revus depuis. Nino m'agrippe le bras. Il a trébuché sur un chat. Je reconnais celui du cirque, maigrelet, la peau rose. Il se frotte à mes jambes. Nino le prend dans ses bras, dit que Léon devrait le garder à l'intérieur. C'est le sien ? Ouais. Me dis pas que tu l'as caressé, il va te suivre jusqu'à la fin de ses jours. Nous reprenons la marche. Tu n'as jamais peur ? J'ai tout le temps peur. J'ai peur d'un nouveau saut. J'ai peur d'avoir mal. Peur de blesser Anna.
J'ai peur du public aussi, j'ai le trac. Mais je pense que c'est bien aussi. On développe une meilleure conscience des choses. On fait moins d'erreurs. Il ajuste la position du chat. J'espère que ça va bien se passer à Ulan-Ude. Financièrement, on ne peut pas tourner comme ça pendant des années. Vous ferez quoi si ça ne se passe pas comme prévu? Comme toujours, on va essayer de se faire engager dans des cirques en continuant de s'entraîner pour l'année d'après. Et si ça ne marche pas, je ne sais pas. Mes parents voudraient que je reprenne le cirque familial. Tu voudrais? Il prend une longue inspiration. Sa famille est propriétaire depuis 3 générations. Il est le seul enfant. S'il ne le fait pas, tout s'arrêtera. Mais c'est devenu compliqué de gérer un cirque aujourd'hui. Parfois, il y a du monde, surtout en scolaire, mais la location du terrain devient toujours plus chère. Berlin, Cologne sont hors de prix. Il ne parle même pas de Genève ou Zurich. Les caravanes sont serrées les unes contre les autres pour économiser des mètres carrés. Il rit. Son père est devenu champion pour ça. Il y a 3 ans, le cirque a fait faillite. Il a pu repartir grâce à des dons, mais aujourd'hui, il survit avec des locations du chapiteau pour des événements privés, mariages, réceptions de banque. Je ne veux pas revoir mon père faire son numéro au salon de l'auto et devoir l'arrêter au milieu parce que tout le monde s'en fout. Quand j'étais petit, on était attendus dans les villes, et pas qu'à Noël. Maintenant, on est vus au mieux comme des saltimbanques, des animateurs de foire. Je ne réponds rien. D'une certaine façon, il a raison. Je dois admettre que moi-même, j'avais toujours considéré les arts du cirque comme inférieurs au théâtre, à la danse, sans fondement. C'était un extrait de Vladivostok Circus de Elisa Chua du Sapin, paru aux éditions Zoé. La fin. Nous avons peu dormi, 2 ou 3 heures tout au plus. Nous étions épuisés pourtant. Nous nous sommes allongés sur des sacs de couchage trempés, collés les uns aux autres et avons sombré. Aucun d'entre nous n'a fait le moindre rêve ni le moindre cauchemar. Comment aurions-nous pu? Rêve et cauchemar, nous avions tout vécu ces derniers jours. Nous nous sommes réveillés en même temps à cause du bruit des bulldozers sur le terrain. Nous étions entourés d'ouvriers, armés de pioches et de pelles. Les adultes n'étaient pas très loin. Il y avait une jolie lumière comme seul le printemps n'a le secret. Les ouvriers nous en sourient, un peu tristement. Personne ne nous a demandé de partir, mais on s'activait autour de nous à détruire le terrain, à le préparer pour recevoir de grosses villas. Sur la route, une voiture noire et adossée aux portières les 2 généraux. Ils nous ont fait un salut de la main. Nous avons pleuré, de rage, non de tristesse. Sur ce terrain entouré d'ouvriers, nous avons pleuré. Nous avons serré nos poings, nous avons baissé la tête pour que les généraux ne voient pas nos larmes. Les adultes ont fait semblant de ne s'apercevoir de rien. Un camion déversait du goudron chaud sur toutes les routes cabossées de la cité du 11 décembre. On sentait l'odeur depuis le terrain. On voyait le goudron noir s'étaler, luire au soleil comme s'il contenait des milliers de paillettes. Nous Voici face aux machines et aux hommes. Nous ne sommes plus les petits, nous ne serons jamais des grands. Nous restons là, refusant d'imaginer que dans quelques mois, d'immenses villas aux fenêtres verrouillées par des barreaux, aux portes blindées, aux murs hérissés de fils barbelés, viendront remplacer notre terrain. Nous ne partirons pas. Ce printemps ne se transformera pas en une anecdote d'enfant que nous raconterons plus tard en riant. Nous n'oublierons pas la lâcheté des grands. Nous ne nous ferons pas gober par la ville blanche. Nous n'abandonnerons jamais notre terrain aux mains de ces hommes. Nous arracherons chaque brique qu'ils poseront et nous rendrons le terrain aux petits, leurs véritables propriétaires. Nos pieds sont enfoncés dans la boue. Nous ne bougerons pas. Signé Inès, Jamil et Maladi. C'était un extrait tiré de Les Petits de décembre de Kauter Adimi, paru aux éditions Seuil.